Mesdames et messieurs, chers amoureux du changement, c'est avec grand plaisir et grand espoir que je m'en vais vous présenter ce travail de recherche personnelle pour l'amélioration du système scolaire et éducatif. Comme vous l'observez au quotidien, le système organisationnel de l'homme en général et le système scolaire et éducatif en particulier n'arrivent toujours pas à se dernier procurer le meilleur épanouissement mental et socio-économique dont il rêve tant. Plus le temps passe, plus l'espoir s'envole en cédant place à la normalisation des bugs systémiques, source de la souffrance humaine et de la déroute de la finalité primitive de l'école par la finalité secondaire de clé ou permis de travail. Dans cette situation, je pense qu'il faudrait repenser le système scolaire et éducatif et corriger ces erreurs systémiques. À cet effet, l'on pense par exemple qu'aucun élevé ne devrait sortir de l'école sans avoir goûté aux délices de l'enseignement philosophique et des autres sciences sociales. Si l'on maintient le système exclusif actuel et le programme de philosophie en classe de terminale sans changement, beaucoup d'enfants n'auront pas la chance d'acquérir les outils de réflexion critique qu'offre ce type d'enseignement. Étant donné que l'on veut une société aux individus mentalement égalitaires et capables d'autogouverner sans contrainte ou force légale, il serait impératif que les enseignants donnent la finalité et les attentes sociales de chaque cours dispensé aux élevés. Par exemple, si l'on vient à dire aux enfants en début du cours de philosophie que la finalité du cours est de leur donner les armes du savoir nécessaires pour lutter contre les manipulations extérieures, sans doute, non seulement ils s'y attacheront un intérêt particulier, mais aussi ils pratiqueront les recettes reçues dans leur vie quotidienne pour rester eux-mêmes. Une telle motivation de l'enseignant garantirait la réussite de tout le monde au dit cours et la finalité éducative sera elle aussi atteinte. Ceci est d'autant plus important parce que l'homme tend à devenir ce que l'on dit ou veut. En général, le système scolaire n'a pas jusqu'assez servi l'humanité telle que son objectif principal le prescrivait ou devrait le prescrire. S'il est vrai que le système éducatif s'est amélioré et s'est enrichi de nouveaux domaines de formation, il n'en demeure pas moins vrai que cela n'a pas changé grande chose sur son problème fondamental. Au contraire, à cause du rallongement de son cursus, beaucoup d'individus risquent de ne pas goûter à la liberté et à l'épanouissement de la vie dont ils aspirent en tant qu'êtres vivants, à cause de la restriction de ses conditions d'accès et de sortie et à cause de son assimilation aux mots-clés du travail bien payé et de l'ascension sociale. Les vies des millions de personnes se trouvent confisques et compromises par un système scolaire et de travail dicté par un critère d'exclusion involontaire et non objectif appelé mérite. Ce système scolaire base sur le critère du mérite scolaire théorique et aux évaluations peu objectives, pour servir effectivement à l'homme, doit cesser d'être marketé comme clé du travail ou d'accès aux revenus individuels. Mais comme précédemment dit en introduction, elle mérite d'être plutôt une clé du savoir pour le développement mental et socio-économique, c'est-à-dire une école libérale. Ainsi par exemple, chacun doit y avoir le droit d'y accéder et d'en sortir quand il désire. On doit pouvoir y acquérir, dès la première classe, des outils de socialisation tels que les langues et la culture générale et traditionnelle. Des ajustements relatifs au programme, évaluation et inscription doivent être opérés dans les deux systèmes d'enseignement. D'une manière détaillée, ce document comporte les grandes lignes de cette réflexion sur le système éducatif en général. Le modèle du système éducatif des pays francophones et notamment celui du Cameroun constitue la source d'inspiration. Ceci est un travail de recherche individuelle qui constitue un exemple de travail intellectuel qui devrait, de par son apport positif en termes d'innovation et d'harmonisation du système éducatif, autant être reconnu et valorisé comme travail de recherche académique et scientifique par les autorités et populations du monde de l'éducation et académique. Je pense que la mise en application par les pouvoirs publics du monde éducatif des propositions contenues dans ce document portera énormément de fruits en termes de progrès individuel et social. J'articule le présent texte de réforme du système éducatif en 10 propositions principales comme suit. Proposition 1, introduction du livret scolaire. Proposition 2, instauration du bilinguisme à l'école. Proposition 3, réorganisation du système scolaire et universitaire, voir photo 1. Proposition 4, suppression du second cycle de l'enseignement technique. Proposition 5, suppression des exclusions pour mérite ou pour rendement et les exclusions pour limitation d'âge. Proposition 6, suppression de l'examen du probatoire. Proposition 7,
Système d'évaluation et modalités de passage aux examens officiels photo. Proposition 8. Harmonisation et rationalisation du système d'évaluation des diplômes universitaires. Proposition 9. Relevé de notes cycliques pour les diplômes professionnels, voire photo. Proposition 10. Reconnaissance et valorisation académique et scientifique de travaux de recherche personnels et traditionnels. Proposition 1. Introduction du livret scolaire. Dans le but de journaliser et de conserver le cursus scolaire de chaque élève et d'inciter les élèves à écrire, un livret scolaire doit être introduit dans le système éducation qui sera une sorte de bibliographie de l'élève du primaire jusqu'à une classe de terminale. Un tel document pourrait remplacer les bulletins de notes traditionnels et ne sera remis à l'élève qu'à la fin de son parcours scolaire sous forme de livret, CD ou DVD. Il peut contenir entre autres moins la carte d'identité de l'élève, nom et prénom de l'élève et de ses parents, lieu et date de naissance, photo. Moins les notes ou bulletins et ses personnels textes de rédaction choisis, de chaque classe. Moins les informations relatives aux enseignants et camarades des établissements de son passage. Moins les photos d'ensemble avec camarades et enseignants et moins les faits et événements spéciaux choisis. Proposition 2. Instauration du bilinguisme à l'école. Comme on le sait, l'une des raisons de la création de l'école est la recherche de la cassure de la barrière de communication qui rend la cohabitation et les échanges de savoir et connaissances entre les individus très difficiles, voire impossibles. Malgré les progrès éducatifs dans la promotion des langues étrangères à l'école, les problèmes liés au gap linguistique n'ont jamais cessé de se faire sentir. Au contraire, on y voit un vrai frein pour l'harmonie sociale et la réussite scolaire individuelle. Si l'histoire de Babylone contée dans la Bible n'a jamais assez dit à l'homme sur l'importance d'une langue commune dans l'exécution et réussite d'œuvres des projets individuels et communautaires, les échecs scolaires et conflits sociaux liés à la cohabitation sur un espace territorial commun de groupes de populations aux langues différentes non maîtrisées ne sauraient laisser personne indifférente ou à l'aise. Mais pour ces populations condamnées à vivre ensemble et à s'éduquer avec une langue qui n'est pas la sienne, la pose de la pierre linguistique comme une des pierres angulaires pour la construction de la fondation de l'unité nationale et mondiale ainsi que pour le progrès individuel et collectif doit constituer la première étape à réaliser. Cette pierre du bilinguisme ou multilinguisme qu'on est appelé à insérer aujourd'hui dans les systèmes éducatifs, est celle qu'on aurait placée juste après la période post-coloniale. Qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard pour refaire ou solidifier une fondation. Dans cette perspective, à en faire un problème de responsabilité individuelle serait un peu égoïste ou peu ambitieux au regard des multiples avantages qu'on y gagnerait de la maîtrise des langues. La démarche collective et administrative d'officialisation et d'enseignement de langue est la solution optimale à endosser par chaque nation. À cet titre, en s'appuyant sur la tendance globale qui fait de l'anglais la langue des affaires, il serait souhaitable de la transformer en langue officielle commune du monde et de l'enseigner dès la première classe selon les affinités linguistiques régionales, des propositions ci-après catégorisées peuvent être envisagées par chaque nation ou groupe de nations. Pour la région africaine et pour une Afrique unie et prospère, je propose que chaque pays africain adopte le français et l'anglais comme principale langue officielle. L'apprentissage scolaire des dites langues commence dès la première année de l'école maternelle afin que le complexe linguiste disparaisse totalement du continent et que la nouvelle génération puisse enfin jouir de l'harmonie fraternelle et l'aisance du savoir linguistique. Les gouvernements promotent le bilinguisme francaise-anglais au sein des services des administrations en offrant des formations et programmes spéciaux de langue pour les adultes. Pour la région européenne et pour une Europe unie et prospère, je propose que chaque pays européen adopte le français et l'anglais comme principale langue officielle. L'apprentissage scolaire des dites langues commence dès la première année de l'école maternelle afin que le complexe linguiste disparaisse totalement du continent proche et que la nouvelle génération puisse enfin jouir de l'harmonie fraternelle et l'aisance du savoir linguistique. Les gouvernements fassent la promotion du bilinguisme francaise-anglais au sein des services des administrations. Des formations et programmes spéciaux de langue pour les adultes soient offerts. Pour la région sud et nord-américaine et pour une Amérique unie et prospère, je propose que chaque pays du sud et nord-américain adopte l'anglais comme langue officielle.
Moins l'apprentissage scolaire des ES Langues commence dès la première année de l'école maternelle afin que le complexe linguiste disparaisse totalement du continent proche et que la nouvelle génération puisse enfin jouir de l'harmonie fraternelle et l'aisance du savoir linguistique. Moins les gouvernements fassent la promotion du bilinguisme français-anglais au sein des services des administrations. Moins les gouvernements offrent des formations et programmes spéciaux de langue pour les adultes. Pour la région de l'Asie et pour une Asie unie et prospère, je propose que moins chaque pays asiatique adopte aussi l'anglais comme principale langue officielle. Moins l'apprentissage scolaire des ES Langues commence dès la première année de l'école maternelle afin que le complexe linguiste disparaisse totalement du continent proche et que la nouvelle génération puisse enfin jouir de l'harmonie fraternelle et l'aisance du savoir linguistique. Moins les gouvernements fassent la promotion du bilinguisme français-anglais au sein des services des administrations. Moins les gouvernements offrent des formations et programmes spéciaux de langue pour les adultes. Graphique illustration graphique 1 et 2. Proposition 3, réorganisation du système scolaire et universitaire. Reclassement du début du premier cycle secondaire de l'enseignement technique. Pour assurer une bonne formation professionnelle aux élèves et étudiants qui choisissent l'enseignement technique, il est indispensable que ceux-ci aient préalablement un bon niveau de connaissances générales en langue d'études et en matière prérequis d'une part, ainsi qu'une aptitude physique adéquate d'autre part. Malheureusement, ces conditions logiques n'ont jamais été prises en compte dans le système actuel. Pour pallier à ce problème et pour assurer une réussite aux élèves, une modification du cursus scolaire est indispensable. Le virage, le choix ou option pour l'enseignement technique devrait se faire après le BEPC ou le baccalauréat, CAD en classe de 3e et non après le CEP. Il serait même envisageable de supprimer complètement du système scolaire, la formation professionnelle et technique de manière à avoir un tronc commun d'enseignement général qui va de la première classe jusqu'en terminale. La terminale devint ainsi la classe de préparation pour le début des formations professionnelles et techniques. Le dit changement du cursus devrait aussi être accompagné par des modifications des programmes d'enseignement. Ainsi par exemple, les changements suivants sont envisagés selon qu'on opte pour le virage après le BEPC ou après le bac. A. Mutation du cours de technologie de 4e en 3e ou en terminale. Le cours de technologie dispensé en classe de 4e est un cours fondamental dont les parties constituent les enseignements préparatoires et obligatoires pour les élèves qui choisiront l'enseignement technique et industriel. La mutation de ce cours de 4e en classe 3e ou en terminale selon l'option choisie, permettra aux élèves et étudiants d'avoir en mémoire morte toutes les informations fraîches nécessaires pour mieux joindre la théorie avec la pratique professionnelle. Les enseignants de ce cours devront signaler aux élèves et étudiants l'importance de ce cours et les orientations professionnelles que ses principales parties offrent. Une telle note avant le début du cours peut constituer une motivation d'orientation. Elle peut aussi aider les participants désirant faire les études techniques à mieux s'engager ou à s'investir en conséquence. Par exemple, ceux qui aimeraient faire les études en BT en DOA, les professeurs devraient leur suggérer de maîtriser le dessin technique, le parti consacré à l'électricité pour ceux désirant faire des formations professionnelles en électrotechnique etc. B. Mutation du cours de commerce de seconde G en 3e ou en terminale. Contrairement au cours de technologie qui est un bon cours pour les futurs techniciens, le cours de commerce dispense en classe de seconde G de l'enseignement commercial est un cours super complet sur la vie pratique des affaires commerciales de tous les jours que tout citoyen fait. À cet effet, il ne peut continuer à être un trésor cache pour les seuls élèves qui virent vers l'enseignement technique. Ma suggestion ou proposition est que ce cours de pratique commerciale soit dispensé en classe de 3e ou en classe de terminale afin de donner la chance à tous d'apprendre la maîtrise de la pratique commerciale des effets de commerce vulgaire, chèques, billets à ordre, commandes etc., du monde financier et des affaires qu'ils auront à rencontrer tous les jours. À ce dernier, une partie consacrée à la correspondance usuelle et commerciale sur ordinateur peut aussi être incluse. C. Introduction du cours d'éthique dans tous les cycles du système éducatif.
L'orientation et la planification des programmes scolaires doivent se faire en fonction de l'évolution dynamique et modale de la société. L'envahissement des produits de la technologie, de l'information et de la communication dans la vie de l'homme aujourd'hui devrait nous obliger à réorganiser et à réorienter l'éducation de manière à mieux tirer profit de ses avantages d'une part, et aussi à s'éduquer des potentiels effets négatifs associés à l'usage de ces produits d'autre part. Je propose qu'un cours d'introduction ou d'initialisation aux TIC soit inscrit au programme des cours dans tous les cycles du système éducatif. Les cours d'apprentissage sur l'usage du téléphone, de l'Internet et de l'ordinateur doivent être dispensés aux élèves. L'apprentissage peut être fait dans le contexte des textes choisis, des livres de lecture pour le cycle primaire ou à travers un cours pour les cycles secondaires. Les leçons ou cours doivent être plus pratiques que théoriques. Par exemple, dans le cycle primaire, on doit insérer au programme des leçons se rapportant au téléphone, à l'Internet et à l'ordinateur. Proposition 4, suppression du second cycle de l'enseignement technique. Le second cycle de l'enseignement technique ou lycée technique être supprimé et remplacé par un collège de l'enseignement technique industriel et commercial, CETIC. Les programmes dispensés dans cycle sont du premier cycle. La dénomination de l'examen de sortie prendra le nom de diplôme d'études professionnelles abrégé DEP. Et ce dernier, qui est le remplaçant du CAP, sera l'équivalent du baccalauréat général en termes du nombre d'années, 13 années. Quant au programme des lycées, ceux-ci constitueront les options de master pour les séries commerciales et d'ingénierie pour les séries techniques. On aura par exemple, bachelor et master en technique quantitative de gestion pour le programme de première et terminale G2 ou bachelor et master en ingénierie BT pour programme de première et terminale F4. En réalité, il serait même plus objectif et logique d'éliminer complètement l'enseignement technique du premier et second cycle. Ceci pourrait donner naissance à un nouveau système d'éducation générale pur et simple qui prépare les élèves ou étudiants aux différentes formations professionnelles et techniques, ainsi qu'aux études universitaires. Proposition 5. Suppression des exclusions involontaires relatives au mérite, au rendement et à l'âge. Le droit à l'éducation est avant tout un droit individuel fondamental. Chaque personne adulte est libre d'y aller et d'en sortir quand il veut ou quand il peut. Cependant, l'homme étant un être sociable appelé à vivre dans une société dont la diversité linguistique, culturelle et technique constitue une barrière ou un frein pour son épanouissement et sa cohabitation collective, l'école devient pour lui un devoir individuel et social à effectuer pour acquérir les outils ou connaissances nécessaires lui permettant de lire, écrire et de comprendre l'autre et son transcrit d'une part, et d'exposer son imagination au profit de l'autre d'autre part. Tout ceci a pour but de faire avancer la société ensemble et d'une manière harmonieuse, c'est une avancée mentale et profitable à tous. Malheureusement, les conditions d'accès, d'avancement et de sortie de l'école ne riment pas toujours avec cette objectivité ou finalité primitive. L'école reste toujours une prison volontaire dont les conditions d'accession et d'exclusion dépendent encore de l'autre. Le résultat est que beaucoup s'en sont encore privés de savoir à cause des exclusions involontaires non consensuelles, et peu objectives liées à l'âge et au mérite au regard de la réalité de l'évolution sociale. La finalité de l'école traduite par ces conditions pousserait à penser que cette dernière tend plus vers un objectif de marginalisation socio-économique que d'émancipation mentale et globale de l'homme. Le marché du savoir doit être un marché libre où les potentiels candidats et promoteurs peuvent librement avoir et exposer les connaissances de leur choix. Cependant, comme le consommateur reste roi sur un marché économique, l'écolier ou candidat devrait l'être sur le marché du savoir. Tant que ce dernier ne pose aucun problème d'ordre sécuritaire ou exceptionnel, quel que soit son âge et son rendement, son droit d'accès et de sortie de l'école doit être un droit personnel exclusif et inaliénable. Il est donc souhaitable de supprimer toutes les conditions d'exclusion et de marginalisation dans les systèmes scolaires. Répondre favorablement à cette proposition serait répondre à une question d'objectivité rationnelle et de progrès individuel et de justice sociale. Proposition 6, suppression de l'examen du probatoire. Le probatoire doit être supprimé de la liste des examens officiels dans les pays francophones. Il constitue une barrière discriminante, donc une source d'injustice et du rongement du temps d'épanouissement individuel, un risque de prolongement de la durée de la prison scolaire, par rapport aux autres qui ne le font pas.
Le commun des systèmes scolaires mondiaux ont abandonné la multiplicité d'examens officiels ou barrages à cause de leur manque d'objectivité et les problèmes de discrimination soulevés plus haut. D'autres arguments relatifs au risque et à l'objectivité de la pratique de pénalty ou d'examen peuvent être lus dans la proposition 7 qui suit. Proposition 7, système d'évaluation et modalités de passage aux examens officiels. Système d'évaluation, évaluation continue versus examen officiel. L'évaluation de la maîtrise de l'enseignement ou de l'apprentissage reçu par un individu pendant une année ne peut pas objectivement et rationnellement se faire en quelques heures ou en une journée et d'une manière subite ou spontanée mort subite, publique et théorique comme cela se passe pendant les sessions d'examen officiel. Il y a énormément d'aspects ou facteurs influents non maîtrisables ni par les candidats ni par les formateurs attachés à ce mode d'évaluation. En plus, il y existe en termes de délai et de cadre environnemental d'exécution, un fossé entre le test scolaire et l'évaluation pratique ou la mise en pratique des connaissances acquises au travail ou dans la vie active. Ce manque d'objectivité ou finalité du style d'évaluation choisi ne manque pas de conséquences dans la société humaine. On peut citer entre autres problèmes, les exclusions forcées et sorties involontaires, le retardement et la longévité scolaire, les formations de tête vide ou pour job, le coranisme estudiantin et d'autres pratiques de trucage et fraudes diverses. Si l'on venait à objectiver ou à rationaliser le système d'évaluation en priorisant comme modalité de passage ou de validation, les évaluations continues de session normale ou trimestrielle par rapport à l'évaluation pénalty de l'examen officiel ou session officielle, alors on redresserait plusieurs inégalités et injustices sociales causées par un jugement ou un critère d'évaluation de connaissances restrictif et peu objectif. Rien ne devrait empêcher une réforme plus profonde sur le mode d'évaluation plus objectif et juste dont la finalité est de faire réussir tout le monde. La finalité de l'évaluation scolaire n'est pas de tamiser les élèves et étudiants pour exclure les moins bons des mauvais ou de favoriser les meilleurs, mais c'est plutôt d'apprécier ou de vérifier continuellement ou tout le long de l'année si les élèves et étudiants ont bien reçu les enseignements, qu'ils peuvent les transformer en produits finis utilisables pour eux-mêmes et pour la société. Étant donné que le mode d'évaluation actuel constitue, selon les quotients intellectuels individuels, une barrière ou porte pour la réalisation de l'accession et à l'épanouissement social de l'homme dans la société moderne, il est impératif et logique que ces critères soient justes et même indulgents. Car dans une société organisée autour d'un système de gestion administrative du patrimoine commun ou public, le critère de partage ou d'accession de dernier ne peut être basé uniquement sur le mérite sanctionné par une évaluation spontanée ou dite penalty. Sinon, c'est tout le système organisationnel de l'homme qui mérite d'être mis en cause parce qu'il produit des inégalités et injustices humaines et sociales dont il est censé corriger ou redresser. Le mode d'évaluation continue ou suivi est plus motivant, plus proche de la réalité, de la justice et de la finalité, il est aussi moins coûteux. C'est un modèle qui comprend de l'ensemble des évaluations chronologiques et répétitives de toute l'année scolaire, examens trimestriels, de travaux dirigés etc. C'est la première option qui doit sanctionner, d'une manière anticipée, le passage ou l'admissibilité de l'élève ou de l'étudiant à un examen ou à une classe supérieure. L'évaluation de l'examen officiel quant à elle, doit être considérée comme une option secondaire de passage ou de rattrapage pour les élèves et étudiants qui ne passent pas l'évaluation des sessions continues. Option de passage et d'admissibilité aux examens officiels. Tel que l'on vient de l'énoncer, le passage aux examens officiels devrait se faire de trois manières, le passage en session des examens trimestriels ou session normale et passage en session de l'examen officiel. Une autre option qui pourrait s'harmoniser avec les systèmes scolaires occidentaux est le système de validation par matière et par module de matière ou encore connu dans le langage universitaire comme validation des unités de valeur. A. Passage en session normale. La session normale se définit comme étant les sessions de l'examen du premier, deuxième et du troisième trimestre l'année scolaire. Alors devraient être déclarés admis en session normale, tous candidats qui, à la fin de l'année scolaire totalisent une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10-20 pour le compte des sessions cumulées des examens trimestriels de la dite année scolaire. Le passage en session normale apparaît plus efficient que le passage en session officielle.
Selon les statistiques, le taux de passage aux examens de session normale est toujours bien élevé par rapport à celui de passage aux examens officiels. Ceci n'est pas étonnant du regard des avis défavorables multiples qui discréditent ce mode d'évaluation. Les notes des évaluations des classes sont plus justes et reflètent le niveau réel de l'élève ou étudiant jugé par son enseignant qui le connaît parfaitement. Pour autre raison, l'on pourrait penser que le passage en session normale est plus objectif et mérite par conséquent d'être considéré ou adopté comme première option ou comme une option anticipée de passage à un examen pour ceux qui n'aimeraient pas sauter tout azimut sur le passage harmonieux ou uniforme de validation de matières et modules. Le passage en session officielle devrait rester une occasion secondaire de rattrapage. B. Passage en session officielle. Étant donné que les sessions officielles d'examen censurent la fin d'une formation ou d'un cycle d'enseignement de plusieurs années, le passage en session officielle se veut d'être un test pratique ou un stage pratique d'application des connaissances acquises préparant le début d'une formation ou d'une carrière professionnelle. Ainsi devrait être déclaré EAMI en session officielle. Tous candidats qui totalisent une moyenne supérieure ou égale à la moyenne délibératoire adoptée par l'organe organisateur des examens ou office du bac. Étant donné que l'année scolaire finit avant les sessions d'examen officielles et que les inscriptions aux 10 examens se font avant la fin des compositions du troisième trimestre, les élèves qui passent en session normale ont la possibilité d'améliorer leur performance ou moyenne en participant aux épreuves de la session officielle. La meilleure des moyennes ou notes par matière peut être retenue et inscrite sur relevé de notes du dit examen. Quant à ceux qui passent en session normale et qui s'abstiennent de participer à la session officielle, ils peuvent bénéficier du remboursement total ou partiel des frais d'inscription prépayés pour les 10 examens. Ceci pourrait ainsi constituer une forme de motivation pour ces élèves de travailler assidûment et effectivement pendant toute l'année scolaire. C. Subordination de passage de l'examen théorique professionnel par rapport à l'examen pratique. La majorité des techniciens formés dans les écoles professionnelles maîtrisent la partie pratique de leur profession. Lorsqu'elles viennent à être expulsées par la sanction de mérite théorie décriée plus tôt, sa sortie forcée peut constituer un meurtre du génie hors mérite individuel CAD une perte pour la société. Car dans la plupart du temps et des cas, les expulsés des écoles perdent ou abandonnent leur génie créateur. Pour éviter ce genre de perte et de marginalisation de génie, non seulement les exclusions ou expulsions forcées doivent être arrêtées comme je l'ai proposé plus haut, mais aussi on devrait plutôt faire passer tout élève qui maîtrise pratiquement son domaine d'études même si ce dernier a quelques difficultés à valider le test théorique. Car objectivement, la pratique devrait précéder la théorie. En d'autres termes et fondamentalement, la théorie constitue en réalité la transcription écrite ou orale de la pratique. Car celui qui maîtrise la pratique ou technique professionnelle et qui peut le démontrer matériellement n'a plus besoin d'aller à l'école. On devrait lui décerner l'attestation de réussite sans trop tenir compte de ces lacunes théoriques qui sont essentiellement liées à la langue. Or, si la personne n'aura pas besoin de travailler avec une personne de langue étrangère ou bien qu'elle n'a pas besoin de partager ou de présenter son savoir-faire à un public étranger, la demande de passage d'un test théorique est alors inutile et non objective. C'est pour cette raison, qu'il serait logique et objectif de ne pas retarder les élèves ou étudiants de l'enseignement technique et professionnel pour certaines lacunes liées à la défaillance théorique tant qu'il peut être prouvé que les établissements de formation ne sont pas dotés de tous les outils de démonstration pratique des cours théoriques. À ce dernier point, les États ou établissements qui souhaitent un vrai développement technique et technologique doivent absolument équiper les établissements de tous les équipements pour les démonstrations pratiques des contenus des cours théoriques. Car cela pourrait constituer un moyen efficace pour assurer la réussite des élèves aux examens théoriques. Une suggestion simple à ce sujet serait l'usage des médias visuels, films, DVD et online vidéo, comme supplément de cours pour rapprocher la théorie à la pratique lorsqu'on n'a pas les équipements réels. Ceux des élèves et étudiants qui aspirent à la profession d'enseignant ou de chercheur devraient être testés pour leur maîtrise de la théorie professionnelle, on reconnaît le maçon au pied du mur. Le passage de test de maîtrise de la pratique doit faire l'objet d'un projet annuel ou trimestriel de concrétisation d'une œuvre technique ou technologique de son choix. Les meilleures œuvres ou objets des projets pratiques peuvent faire l'objet de prototypes de produits susceptibles d'être développés, produits et commercialisés.
À ce titre, un projet de création de centre régional de production d'œuvres d'examen pratique et de pratique professionnelle peut être envisagé par les pouvoirs publics. Proposition 8. Harmonisation et rationalisation du système d'évaluation diplôme professionnel et diplôme universitaire. La valeur intrinsèque du niveau de connaissance d'un diplôme ne saurait être définie par le lieu ou l'organe d'apprentissage ou de formation ou encore moins par une autorité de tutelle. Même lorsqu'un lien de causalité pourrait être établi entre ces éléments du cadre de l'apprentissage et la maîtrise de la connaissance ou le know-how réel par l'individu, ceci ne saurait en aucun cas être une raison de hiérarchiser les diplômes de même contenu des matières. Par exemple, un diplôme de gestion délivré au lycée aux contenus équivalents à celui obtenu à l'université ou dans une école de formation sont équivalents et devraient équitablement donner aux détenteurs les mêmes avantages en termes de débouches et classement salarial. Car en réalité et pratiquement, quel que soit le lieu de l'obtention de la dite connaissance, les détenteurs ont les mêmes capacités. Et s'il faille même s'appuyer sur le fameux mérite intellectuel, celui qui a acquis prématurément son diplôme dans les conditions de passage de type d'examen officiel devrait être plus respecté. Pour éviter ce problème d'injustice qui touche principalement les diplômes de l'enseignement technique et professionnel et qui abrutit leurs détenteurs, si l'on ne dissout pas le second cycle de l'enseignement technique comme propose plus haut, proposition numéro 4, alors tout détenteur d'un diplôme professionnel qui sollicite de continuer les études universitaires doit être projeté à un niveau raisonnablement équivalent. Par exemple, le détenteur d'un diplôme de série commerciale G2 ou G3 devrait directement être propulsé en Master 2. Proposition 9, relevé de notes cycliques pour les diplômes professionnels. Pour régler le problème de méconnaissance, de marginalisation et négligence de l'enseignement technique, fondation et moteur de tout développement, par rapport à l'enseignement général d'une part, et celui de la difficulté des évaluations et équivalence des diplômes des lauréats de ce système d'enseignement dû à leurs assimilations erronées aux diplômes de l'enseignement général d'autre part, une différenciation nominative et un nouveau modèle de relevé de notes plus explicatif et détaillé des contenus de matière doivent être établis. À ce titre et conformément aux dispositions du point I ci-dessus énoncé, il faut une nouvelle dénomination pour les diplômes professionnels et l'introduction d'un relevé de notes dit cyclique. Celui-ci devrait couvrir tous les enseignements suivis durant toutes les années du cycle de formation et non seulement les matières de l'examen officiel comme cela se fait actuellement. Ainsi par exemple, le relevé de notes du bac G2 qui sanctionne la fin des études professionnelles de 3 ans devrait contenir toutes les matières des dites 3 années de formation allant de la seconde en terminale. Car la dénomination et le modèle actuel de relevé créent la confusion. Ils doivent changer pour refléter la valeur intrinsèque sociale accordée à la profession de comptabilité et gestion qui ne saurait se réduire et se confondre à un simple baccalauréat de fin d'études du cycle secondaire comme malheureusement et regrettablement c'est encore le cas. Ainsi, conformément à la disposition numéro I ci-dessus, les diplômes des formations techniques, industrielles et commerciales du cycle secondaire qui doivent débuter après l'obtention du BEPC ou GCLL devraient prendre la dénomination de diplôme d'études professionnelles de la spécialité désignée. On pourrait par exemple dire, diplôme d'études professionnelles en comptabilité, industrie d'habillement ou en mécanique automobile. Ceci étant, sans donner les éloges sur la qualité complète et intensive de la dite formation ou sans tomber dans l'erreur de dénigrement de l'enseignement général, la formation professionnelle de G2 constitue en contenu et en valeur un programme presque équivalent au programme de Master de la filière qui porte le même nom dans certaines universités du monde et le programme de l'ANSET. Pour faciliter le problème des équivalences et des évaluations à l'étranger, tout diplôme doit être accompagné d'un relevé de notes cycliques et attaché d'un document descriptif des contenus des enseignements listés sur le dit relevé de notes. Proposition 10. Reconnaissance et valorisation académique et scientifique de travaux de recherche personnels et traditionnels. Si le monde technologique et technique connaît l'essor remarquable qui fait le bonheur de l'humanité aujourd'hui, c'est certainement grâce en partie aux travaux de recherche individuels et traditionnels des exclus ou rejetés du système humain qui pourtant rayonnent par leur production et apport des génies individuels et spéciaux, ou qui disparaissent avec des savoirs qui pourraient contribuer au développement du monde. Ces invisibles du mérite individuel sont ces individus au talent naturel particulier qui font bouger et avancer le monde, mais dont le système mondial à tort, tentait toujours d'ignorer, de négliger,
de bloquer ou de tuer les apports évidents et mémorables pour l'émancipation et épanouissement de l'homme. Parmi ces méconnus et exclus du grand public et du système mondial du mérite académique ou de la rémunération, on y trouve des savants et chercheurs individuels de tous les domaines dont les travaux ne reçoivent pas toujours, ni les sanctions de mérite académique et scientifique ni les bénéfices des droits de propriété intellectuelle et de rémunération équitable. Aujourd'hui, le constat et la reconnaissance générale de l'existence des bugs de discrimination et de perte énorme de savoir-faire du mérite individuel ou non académique sont réunis pour mener les corrections nécessaires. À ce titre, l'on pense qu'il soit raisonnable d'initier un moyen ou une procédure officielle de traçage et de validation et titrisation auprès d'un jury d'experts et savants indépendants ou académiques, des résultats de travaux de recherche personnels et traditionnels. Lexical wording et référençant. Bac, baccalauréat. BEPC, brevet d'études du premier cycle. CAP, certificat d'aptitude professionnelle. CEP, certificat d'études primaires. Coranisme, art de reciter mot à mot comme une chanson, le cours du professeur sans véritablement savoir la teneur. En, École nationale supérieure. F4, série formation professionnelle en bâtiment. G2, série technique quantitative de gestion. TIC, technologie de l'information et de la communication. PL, classe de terminale. Référence, aucune, pense originale et personnelle de Serge Christian Obiancuna. Merci infiniment pour votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse électronique, scobian@yahoo.com. Ou appelez-moi au numéro 001 407 717.8834. Ou encore écrivez-moi. Serge Christian Obiancuna. Pour Box 1496. Orlando, Florida 32802. USA.